Hello les amis, me voilà ici. Bon, j'espère que vous allez tous super. Je viens vous faire une petite présentation de la carto du thème astral de la nouvelle lune. Nouvelle lune, donc une conjonction lune-soleil, j'espère que vous voyez ma souris. Lune-soleil ici, en scorpion, et vous voyez, il y a Mars qui est là, qui fait une conjonction et qui se retrouve en face, complètement en face d'Uranus, de façon quand même très précise, puisque Uranus est à 21 degrés et que la nouvelle lune est presque à 21 degrés. Donc cet axe-là est très fort, évidemment très puissant, et cette nouvelle lune a été précédée d'un dessin dans le ciel très particulier, puisqu'on a eu le sceau de Salomon qui est arrivé, c'était je crois le 3 novembre, et que le lendemain d'ailleurs, Saturne repartait direct. Et ce qui était assez impressionnant, c'est que finalement, Saturne était la seule planète qui n'était pas inclus dans le dessin du sceau de Salomon, sachant que le sceau de Salomon, j'ai pris quelques notes ici, le sceau de Salomon, on nous dit qu'il est là et a pour fonction de réduire le multiple à l'un et de concilier unité et dualité. On nous dit aussi que dans l'alchimie, le sceau de Salomon est associé à la pierre philosophale, symbole de l'éveil spirituel. Et on nous dit qu'il a pour fonction l'union des contraires, l'entrelacement des opposés. Il est le résultat de la rencontre de deux origines cosmiques qui s'unissent pour former un tout. Cette union peut prendre différentes formes, celle de l'homme et de la femme, du soleil et de la lune, du jour et de la nuit, etc. Alors nous revenons ici et nous voyons que dans cette nouvelle lune en Scorpion, il nous reste finalement une partie du dessin qui était formée par le sceau de Salomon, et cette fois-ci Saturne est en communication avec Mercure. Alors justement, souvenez-vous, vous voyez là ici les deux parties un peu plus sombres que le reste. Ici, nous en avions parlé la dernière fois, pleine lune du 28. Souvenez-vous, nous avions Jupiter et la Lune qui étaient dans ce positionnement entre l'axe que faisait Soleil-Lune, donc c'était une pleine lune. La Lune était conjointe à Jupiter. On a parlé de Dionysos qui, dans son histoire, a terminé sa gestation dans la cuisse de Jupiter. Puisque Zeus a dû prendre son vrai visage devant Sélénée, et tout s'est écroulé, elle est morte, et pour sauver Dionysos, il l'a donc mis dans sa cuisse pour les 3 derniers mois de gestation. Et puis, que s'est-il passé lorsqu'il est né? Eh bien, les titans lui ont offert des cadeaux, et lorsqu'ils lui ont offert un miroir, il s'est regardé dans le miroir et tout d'un coup, ils l'ont attrapé, ils l'ont découpé en morceaux, ils l'ont fait bouillir, et finalement n'est resté vivant que le cœur de Dionysos. C'est pour ça que Dionysos est un des deux guérisseurs du cœur. On a Apollon et Dionysos. Donc, c'est immiscé dans cet interstice fabriqué par cette éclipse, la naissance de Dionysos. Ok. Et là, on revient sur cette carte-là. Eh bien, qui est mis en scène ici? C'est Uranus. J'ai envie de dire pourquoi. Alors, avant de dire pourquoi, j'aimerais vous signaler que Saturne est donc reparti direct le lendemain de la figure formée dans le ciel. Pluton était déjà reparti direct, lui, dernièrement. Et on voit que Neptune, il arrive au 25e degré de sa rétrogradation, c'est-à-dire à la toute fin de sa rétrogradation. C'est-à-dire que Saturne est stationnaire quasiment. Pluton est stationnaire aussi. Neptune commence à l'être parce qu'il va repartir direct. Mais avant qu'il ne reparte direct, eh bien, il reste stationnaire. Donc en fait, on a ici une forme d'immobilité, d'immobilisation. Et ici, Jupiter et Uranus sont venus, eux, se mettre exactement
à la moitié de leur zone de rétrogradation, sachant qu'on l'avait déjà dit, Jupiter, lui, fait sa rétrogradation dans les degrés exacts que Mercure a fait. Et on repère aussi que la licorne a rétrogradé. Moi, je l'appelle comme ça, ok? Je prends la version ombre. La version au contraire, lumière de la... C'est la lune noire vraie, ok? Que je considère être la licorne. Et donc, elle est au centre de la zone de rétrogradation de Vénus. Elle est revenue à ce 20e degré quasiment, hein, 21, 26. Bon, hein, d'accord, c'est de l'horlogerie divine, tout ça, c'est quand même incroyable. Et Vénus, elle, est entrée dans le signe de la balance, qu'elle maîtrise parfaitement. Et Junon, hein, l'engagée, celle qui s'engage dans l'union, est venue se placer dans la zone de rétrogradation qu'avait fait Mercure. Alors Mercure n'est pas très loin de cette grande conjonction. Et Mercure, lui, il gère les énergies du mercredi, ce Mercure. Et lui, c'est le fils préféré de Zeus. Pourquoi? Parce que il peut aller comme ça d'un monde à l'autre très facilement. Il feinte beaucoup, il ment beaucoup, il est très joueur, hein, ce Mercure-là. Et en fait, pourquoi? Mais c'est parce que le mental feinte, voyez-vous? Par rapport à la perception, justement, en fait, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en face de cette grande conjonction incroyable dans laquelle il y a une énergie de dingue, Mars en Scorpion, Mars qui est vraiment en maîtrise, tout ça fait face à Uranus. Et quand Uranus débarque dans le thème, on sait bien que Prométhée n'est pas loin. Et Prométhée, en l'occurrence, il a une façon à lui de se connecter au mental supérieur, hein. C'est-à-dire que on pourrait dire que Mercure représente le mental inférieur, mais on va pas le dire comme ça parce que inférieur à qui, à quoi, c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est les étapes d'évolution de la pensée. Avec Dionysos, là, dans cet interstice, il a fallu naître depuis le cœur, et pour ça, il a fallu visiblement un bouleversement, une sorte de communion, une sorte d'événement planétaire qui nous a bouleversés, qui nous bouleverse. Et il y a quelque chose qui fait naître une communion de cela. Et il y a cette pensée rationnelle, habituelle, on va dire, qui va être invitée avec Uranus à se connecter à ce qu'on pourrait dire les idées platoniciennes, faire référence aux idées et ne pas se caler constamment sur comment dire, le raisonnement, mais choper, comme dirait Luc Biget, les oiseaux d'or que sont les pensées de Dieu. Ça, c'est Uranus. Mais quand Uranus est valorisé dans un thème natal, on retrouve un mythe de Prométhée. Et je suis allée reprendre un peu les notes de Luc Biget, figurez-vous, au sujet de Prométhée, parce que voilà, c'est tellement incroyable que moi j'adore. Et donc, Uranos, comment est-il né celui-là? Eh bien, figurez-vous qu'il est né du corps de Gaïa. Alors, on n'oublie pas hein, que on a eu le sceau de Salomon, d'accord? C'est-à-dire vraiment la volonté de relier le haut et le bas, le ciel et la terre. Le sceau de Salomon, il se plaçait dans des signes d'eau et de terre. Saturne, lui, il est dans un signe d'eau. Il a géré le signe, comment dire, il a traversé le signe du Verseau dans lequel il était en bonne posture, on va dire, dans un signe d'air. Et on n'oublie pas donc qu'il y a une volonté de faire la synthèse des contraires. Et qu'est-ce qui se passe en astrologie si ce n'est toujours de faire la synthèse des axes? Parce que chaque facette divine, on va dire, s'est plantée d'une certaine façon. Nous, en tant qu'humains, on s'est planté parce que on n'a pas justement su accueillir les qualités du signe d'en face. Et si nous les avions accueillies, les qualités de ces signes-là,
eh bien, nous ne nous serions pas plantés comme nous nous sommes plantés, les amis, avec, vous le regarderez dans votre thème, la licorne. Dans quel signe est-ce que vous vous êtes plantés, même si cela représente l'absolu que votre âme veut vivre, hein. Bon, bah là, l'absolu, il est revenu ici, en Lion. Il est revenu dans la zone de rétrogradation de Vénus, quasiment à la moitié, et tout proche de ce point jaune que j'avais mis, qui avait déjà fait plusieurs fois en 2022 l'objet d'un positionnement, Lune, Mercure, Soleil, Vénus, je ne sais plus qui, mais ça avait été un point mis en scène plusieurs fois, et ce point-là nous racontait, au 19e degré, qu'il fallait se débarrasser des convenances, quelque chose comme ça, sortir des rôles, et j'ai envie de dire, de la pensée, parce que c'était ça l'idée, c'était sortir d'une pensée préformatée, je ne sais plus ce que c'était le terme exact, mais c'était l'idée. Et bien sûr que Vénus en Lion a fait travailler nos valeurs, bien sûr qu'elle a fait travailler aussi la relation au cœur, et c'est pour ça qu'on peut repenser à Dionysos. Et là, dans le sujet qui nous est proposé, eh bien, on est vraiment sur une réflexion, je trouve, qui est très très liée justement à cette qualité du mental. De quoi parle-t-on et pourquoi est-ce que je le crois? C'est parce que Mercure, lui, il est rentré en Sagittaire et il veut donner du sens. On n'est plus à picorer à tout va et dans tous les sens pour comment dire, apporter du matériel à la pensée. Non, avec le Sagittaire, on va cibler la cible, hein. Et souvent, d'ailleurs, on va chercher le sens dans des valeurs mythologiques qui vont chercher un sens symbolique. Et ce mental, pourquoi est-ce que je m'y colle un peu? C'est parce que dans cette zone que nous avions de l'éclipse, eh bien, nous retrouvons Athéna. Et Athéna, nous dit Luc Biget, c'est la pensée instinctive, intuitive. Finalement, ça pourrait être le maître ésotérique, cet Athéna, du Bélier. Me revoilà, les amis. Désolée, j'ai toussé. Je suis complètement enrhumée, en fait. Bon. Alors, reprenons. Athéna. Athéna, elle va représenter, selon Luc Biget, cette intelligence, peut-être pourrions-nous dire du corps. Parce que justement, Ouranos, on l'a vu, il est né du corps de Gaïa. Le ciel va naître de la conscience corporelle. C'est un processus de sublimation de plus en plus fin qui va faire naître le ciel étoilé. Comme s'il y avait une intelligence du corps, vous voyez, une présence du divin dans le corps, qui s'est peu à peu différenciée et qui est devenu le monde métaphysique. Alors, le petit souci qu'on a avec Prométhée, c'est que lui, il va croire que le ciel est en haut et que le corps est une prison. C'est toute la thématique de la jarre de Pandore. Et ce Prométhéen, il va devoir apprendre à faire l'union, le mariage, en fait, entre l'esprit et la matière. Le voilà attaché au rocher du quotidien, Furax, le foie dévoré par l'aigle de Zeus. Et il faut savoir que Prométhée, en fait, c'est un des 4 frères d'un enfant. Alors là, attendez que je ne perde pas trop. En fait, un des frères de Saturne s'appelle Japet, qui veut dire qui conduit précipitamment. Il va se marier à une titanide qui s'appelle Clymène, qui veut dire pouvoir célèbre. Et ils vont avoir des enfants, ils vont avoir Épiméthée, Prométhée, Atlas, Ménétios. Voyez-vous?
Et alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que le taureau, le signe du taureau, fait référence aux 3 pommes du jardin des Hespérides, dont on en a parlé plusieurs fois. Et qui tient le ciel sur sa tête? Atlas. Et Atlas, finalement, enfin, vous voyez, c'est-à-dire, c'est comme si Épiméthée, alors lui, c'est celui qui pense après, donc c'est vraiment comment dire, le mental banal, on va dire. Prométhée, lui, va être avec un mental qu'on va nommer supérieur. Il est né. Disons qu'il est contacté quand Hercule monte en haut du mont Silène, qui est le lieu de naissance de Mercure. Et donc, on contacte le mental supérieur, on fait référence à ces idées platoniciennes. Prométhée, quelqu'un qui a un Uranus rétrograde, par exemple, dans son thème, particulièrement relié avec ces idées platoniciennes. Mais finalement, ce qui correspondrait à la troisième initiation selon Alice Bailey reviendrait à Atlas, qui dans son immobilité pure se laisse traverser. C'est uniquement parce qu'il est immobile, comme les Plutons, comme les Saturnes, comme les Neptunes. Il y a une forme d'immobilité. Ce n'est que parce qu'il y a une forme d'immobilité que alors il est possible d'être traversé. Traversé par les forces, comment dire ça? Je cherche mes notes. Atlas est un titan qui ose toucher du doigt par la pointe de sa conscience le monde des étoiles. Et il supporte les forces vives qui le traversent. Parce qu'il est stable comme une montagne. Sinon, il pourrait se déstabiliser et perdre et se déstructurer. En fait, l'avenir de Prométhée, c'est de devenir Atlas. Et c'est ça que j'essaye de vous expliquer dans cette présentation. Alors Atlas, il faut savoir qu'il a un cœur inflexible. Hein. C'est la troisième fonction du mental. Atteindre cette stabilité de la montagne pour pouvoir transmettre dans l'immobilité pure la force vitale des étoiles, du ciel étoilé, d'Uranos. Vous voyez? Et puis le quatrième frère, c'est Ménétios. Lui, ça veut dire destin audacieux, force anéantie. Lorsque Atlas a contacté l'étoile, il renonce à sa force, nous dit Luc Biget. Sa force est anéantie. Par l'accomplissement de son destin, toute individualité disparaît pour que la conscience d'une certaine qualité d'idée soit le point de la grande tapisserie cosmique, c'est-à-dire l'accomplissement du destin. Et Luc Biget nous explique qu'Atlas représente la troisième initiation dont parle Alice Bailey et que Ménétios correspond à la quatrième initiation. La troisième initiation étant le contact direct et conscient et permanent avec l'âme, c'est l'éveil, l'illumination. Et puis, quelle est cette quatrième initiation? C'est la crucifixion, nous dit-il. C'est le moment où les énergies spirituelles font exploser tout le karma et donc toutes les mémoires identitaires. Et donc on est dans cette division de forme anéantie. C'est le contact direct avec la monade, avec l'étoile et les mémoires de l'âme. Les expériences de l'âme sont oubliées. Bon, je sais pas ce que vous ferez de tout ça, les amis, mais moi j'ai ce sentiment-là qu'on est dans une forme d'éveil spirituel collectif, universel presque. Par contre, on a un peu le sentiment qu'il ne reste que la moitié du sceau de Salomon et qu'on a encore du boulot à faire et il est bien possible que ce boulot que nous ayons à faire se canalise sur cette façon de penser qui, il faut bien le dire clairement quand même, nous met dedans régulièrement, et à l'échelle mondiale particulièrement, à l'échelle de l'individu et à l'échelle de ce qui se passe mondialement, parce que qu'est-ce que c'est que ces décisions? Qui prend les décisions? Au nom de qui? Et pourquoi? Bon, c'était un essai, c'est pas hyper clair comme d'habitude, mais
À vous de vous faire un petit peu aussi votre réflexion dans tout ça. Moi, je vous donne un petit peu les éléments de l'équation et je vous invite peut-être à la retourner dans tous les sens, cette équation-là, pour y trouver la réflexion qui vous va bien. Je vous remercie les amis, je vous dis à la prochaine fois et je vous remercie de votre patience et et du temps passé à me regarder et je vous dis à la prochaine fois, hein. Bye bye. Ciao.